Bonjour. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité à présenter cette étude. D'abord parce que c'est toujours agréable d'être à Montréal. Ensuite parce que c'est une étude sur laquelle on a, avec ma co-auteure, Binenam Chopin, qui était en France au début, quand on a commencé cette étude, qui est maintenant au Québec, au ministère de la Santé et des deux autres S, dont je ne me souviens plus. Et donc, on a commencé à travailler là-dessus il y a pas mal de temps. Et vous allez voir que, je vais vous révéler qu'en fait, sur cette étude, sur ce travail, on a pas mal changé notre cas, parce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu une espèce de nouvelle mouture. On a eu une espèce d'épiphanie il y a quelques temps sur en fait, ce qu'on pouvait faire avec cette étude-là. Du coup, c'est vrai que j'ai un peu trahi les organisateurs, parce que j'ai envoyé quelque chose qui ressemblait à une étude qui analysait une politique, un changement de politique, une réforme, dont je vais parler un peu quand même. Donc c'est pour ça, je pense que je me suis retrouvé dans cette session. Mais vraiment, vous allez voir, ce papier, c'est un peu un intrus, parce qu'en fait, finalement, la politique maintenant dont je vais parler, elle passe dans le fond de la scène. Et en fait, vous allez voir, c'est une étude qui est assez standard, une étude d'économiste assez standard, assez classique. Donc voilà, pour tous ceux qui pensaient que c'était fini ce matin, ben non, ça ressurgit. Donc on va repartir là maintenant sur des choses avec des chiffres et avec même quelques équations. Donc, je vais commencer avec les motivations de mon étude, enfin de notre étude avec Binenam. Et la question vraiment qu'on se posait au départ, et ça la question n'a pas changé, c'est pourquoi les pauvres n'achètent-ils pas d'assurance complémentaire santé? La première chose que je voudrais dire là-dessus, et le mot complémentaire, je vais revenir dessus, j'ai expliqué ce que ça veut dire, mais c'est que je m'intéresse ici à, non pas comme au Canada, donc complémentaire, c'est de l'assurance qui est privée, qui est en plus de l'assurance publique. Mais au Canada, cette assurance privée en plus du public, elle est en général, on l'obtient par l'intermédiaire de son employeur. Et là, je m'intéresse à un autre contexte, le contexte français, dans lequel il existe, on peut avoir une assurance par l'intermédiaire de son employeur, mais il existe aussi un marché individuel privé de l'assurance non publique. C'est-à-dire qu'en France, on peut aller acheter de l'assurance pour sa santé de la même façon qu'on achète de l'assurance vie ou de l'assurance automobile. Et c'est à ça que je m'intéresse. Et la question, c'est pourquoi, quand les pauvres, ou les presque pauvres, quand ils ont l'occasion d'acheter ce genre d'assurance, ils ne l'achètent pas. Ensuite, alors évidemment, il y a une réponse qui est assez standard, assez évidente, c'est de dire les pauvres n'achètent pas d'assurance complémentaire santé parce qu'ils ne peuvent pas. Et donc ça, c'est le fameux concept d'abordabilité. C'est pas abordable, et donc ils n'en achètent pas parce qu'ils aimeraient bien, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ne peuvent pas se l'offrir. Alors, là j'ai mis audio parce que je remarque souvent quand on met des transparents, tout le monde regarde les transparents, donc là je vous demande d'arrêter de lire le transparent et écoutez-moi, parce que maintenant ce que je vais vous dire est plus important que ce qui est écrit là. Donc, en fait, en gros, on était un peu, disons, ce concept d'abordabilité nous déplaisait parce que ça serait un concept parfait s'il existait un espèce d'étalon objectif, universel pour tout le monde, qui permettait de dire, si vous avez moins que ce niveau de revenu, ben forcément, vous ne pouvez pas acheter d'assurance complémentaire, c'est comme ça, c'est une grande constante de la physique universelle, et si vous êtes au-dessus de ce niveau de revenu, alors vous allez acheter de l'assurance complémentaire. En fait, on s'aperçoit qu'il n'existe pas de barrière de ce genre-là, enfin, ça existe peut-être pour les gens qui sont extrêmement pauvres, on peut tous se mettre d'accord sur un niveau en deçà duquel personne ne va acheter d'assurance complémentaire parce qu'il faut déjà qu'ils se nourrissent, mais il y a toute une zone un peu grise, il y a toute une zone de la population, et en France c'est le cas, de gens qui pourraient peut-être éventuellement s'offrir de l'assurance complémentaire parce qu'ils ont déjà de quoi manger, par exemple, ou de quoi se loger, mais on constate qu'ils ne le font pas. Et si on commence à admettre que le seuil d'abordabilité varie d'un individu à l'autre ou qu'il est un peu subjectif, bah finalement on se retrouve avec un concept complètement circulaire et donc totalement inutilisable qui dit on constate que les gens n'achètent pas de couverture complémentaire quand ils ne peuvent pas en acheter et ils ne peuvent pas en acheter quand ils ne peuvent pas en acheter. On n'a pas beaucoup avancé dans l'explication, donc ça nous a un peu, on était un peu gênés par ce type d'explication. En plus, une expérience qui est l'expérience donc de l'aide à la complémentaire santé en France, et c'est ça la motivation politique, et c'est pour ça qu'on peut présenter cette étude comme une étude sur une politique. Il y a eu une politique qui a été mise en place en France pour subventionner des couvertures complémentaires sur le marché volontaire, donc ça ressemblerait peut-être, toute proportion gardée, à Obamacare, donc à l'ACA, et ça avait commencé au début des années 2000 en France, et donc il y a eu cette expérience, et c'est ça vraiment qui nous a motivés au départ, c'est que en fait cette expérience s'est traduite par un échec complet, et on s'est dit que si c'était vraiment uniquement un problème d'abordabilité, quand on baisse le prix, normalement, ça devrait avoir un effet. Certaines personnes, en tout cas, devraient en profiter. Et personne n'en a profité de cette politique, donc on s'est dit, il doit y avoir autre chose que l'abordabilité. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est, et si, en fait, les pauvres ou les presque pauvres achetaient moins d'assurance parce qu'en fait, ils veulent moins de santé. Parce qu'en fait, l'assurance complémentaire santé,
C'est pas seulement quelque chose qu'on achète. Dans assurance santé, il y a deux mots, voilà, en gros, pour dire les choses simplement. Il y a assurance, et on achète de l'assurance, et je vais vous montrer tout à l'heure que dans la demande d'assurance, normalement, les pauvres devraient vouloir acheter plus d'assurance que les riches, parce qu'ils en profitent plus, ils en bénéficient plus. Mais il y a aussi le mot santé, et peut-être qu'après tout, les pauvres qui voudraient acheter plus d'assurance parce qu'ils en bénéficient plus, veulent acheter moins d'assurance santé parce que la santé, ça compte moins pour eux. Et donc, on s'est dit, peut-être qu'en fait, on tient là une occasion unique de dire enfin quelque chose sur la demande de santé et la relation entre le revenu et la demande de santé. C'est une chose qu'on connaît très très mal. On connaît bien le revenu, la relation entre le revenu et l'utilisation des soins. Mais ça, c'est complètement différent. La relation entre revenu et utilisation des soins, ça dépend de l'offre de soins, donc ça dépend du comportement des médecins, du comportement des offreurs, ça dépend aussi, par exemple au Canada, de l'accès à une couverture par le biais de son employeur. Donc il y a énormément de bruit dans cette relation entre le revenu et la consommation de soins, beaucoup de bruit qui ne permet pas d'appréhender la relation entre la demande de santé, ce que veulent vraiment les gens en fonction de leur niveau de revenu. Et on s'est dit, là, on a peut-être une petite fenêtre qui va nous permettre de comprendre un peu mieux la façon dont, en fonction de mon revenu, je veux plus ou moins de santé, avec l'idée que donc, il y avait une relation croissante entre niveau de revenu et demande de santé. Alors, je vous donne mes conclusions tout de suite, comme ça, si vous voulez partir, et vous n'êtes pas obligé de rester. Donc, ce qu'on a fait, c'est c'est une étude économétrique, on a mené un test économétrique, et on a utilisé un fichier qui est assez unique, et de ce point de vue-là, on a de la chance. Je suis au courant d'un seul autre fichier existant aux États-Unis dans lequel qui a été exploité par Catherine Thomas, je crois, et qui donne des informations sur la quantité, sur la valeur d'assurance qui est achetée par un individu, combien les gens payent réellement sur le marché individuel, en dollars dans son cas à elle, en euros dans notre cas à nous. Donc on avait ces informations-là, on avait des informations donc sur le montant payé en couverture complémentaire santé en France par des individus en 2004, donc c'est un fichier qui est très très ancien, mais la raison pour laquelle on a pris 2004, c'est qu'on voulait que ce soit avant la politique mise en place, avant que cette politique d'aide qui perturbe les prix soit mise en place. Donc on voulait étudier le marché tel qu'il existait de manière pure. Et ça, donc quand on mène ce test économétrique sur ces données-là, ça montre ou ça suggère, selon le degré de foi que vous accordez au test économétrique, que en fait, les deux, abordabilité financière d'un côté et demande de santé de l'autre, les deux jouent un rôle pour expliquer le fait que les pauvres n'achètent pas d'assurance complémentaire santé. Et si on croit vraiment ces tests économétriques de façon un peu naïve comme moi, on peut même presque dire que la demande de santé joue un rôle plus important que l'abordabilité. Et donc, on peut pas complètement écarter effectivement ce concept d'abordabilité, mais clairement, il est dominé dans nos analyses par la demande de santé. Donc on a fait un premier pas dans cette direction qui nous permet donc de prouver qu'effectivement il y a peut-être quelque chose du côté de la demande de santé. Et je crois que dans le transparent précédent, j'appelais ça du risque moral à rebours. Et donc c'est un peu cette idée que effectivement les individus, c'est pas tellement parce qu'ils prennent de l'assurance qu'ils se mettent à acheter plus de soins, mais c'est que dès le départ, ils veulent acheter plus de soins et ils se disent une bonne manière pour moi de m'obliger à acheter des soins quand j'en aurai besoin, plutôt que d'acheter tout un tas d'autres choses que je peux aussi bien acheter au moment où j'ai besoin de soins. Une bonne façon de faire ça, c'est d'acheter de l'assurance. Donc là, on voit que l'assurance, c'est pas tellement quelque chose qui réduit l'incertitude financière, mais c'est plutôt quelque chose, c'est un outil qui vous oblige, qui vous contraint à acheter des soins quand vous en avez besoin, et vous vous contraignez à l'avance parce que vous ne vous faites pas confiance. Vous savez que dans 6 mois, vous serez beaucoup moins rationnel que maintenant. Enfin, moi, en tout cas, je suis comme ça, et donc je comprends très bien ce genre de comportement. Alors politiquement, ça peut avoir un impact, et j'en discuterai plutôt à la fin, parce qu'effectivement, si on dit que les pauvres veulent moins de santé que les plus riches, par exemple, on peut se dire que peut-être l'assurance universelle, ce n'est pas une bonne idée, parce qu'on oblige les pauvres à avoir trop d'assurance et qu'ils seraient plus heureux, ou en tout cas plus heureux au sens de l'économiste, avec un peu moins d'assurance. Donc je reconnais que là, je mets les pieds dans un débat qui est extrêmement dangereux. Alors je vais essayer de m'en sortir à la fin, mais je ne suis pas sûr d'y arriver, et me lynchez pas, c'est tout ce que je vous demande, mais j'ouvre quand même cette discussion sur la fin. Après tout, il est possible qu'on couvre trop, que l'assurance universelle et totale ne soit pas ce que souhaitent véritablement les individus. Ils pourraient utiliser leur argent pour faire autre chose. Alors, je commence par un modèle très, très simple et très simplifié de la demande pure d'assurance, la façon dont on considère en général la demande d'assurance
les économistes considèrent la demande d'assurance, mais je crois de manière assez générale. Donc là, je vais prendre un exemple très très simple. Imaginons qu'il y ait quelque chose, un événement aléatoire qui se produise, qui occasionne un dommage dont le coût est 5 unités de n'importe quoi, avec une probabilité de 10%. Et imaginons que les revenus varient entre 0 et 27. C'est des unités complètement arbitraires. J'ai pris ça parce que ça faisait joli sur le dessin. Alors 0 et 27, ce que vous voulez, ça peut être 0 et 27 000 $ par exemple, mais peu importe. Et le point important, c'est la chose ici, donc, qui dit que l'utilité est une fonction logarithmique du revenu. Et ça veut dire quoi, ça, tout simplement? Ça veut dire que c'est une fonction, plus j'ai de revenus et plus je suis heureux, mais disons, l'unité supplémentaire de revenus, quand j'en ai déjà beaucoup, augmente moins ma satisfaction que la première unité de revenus que je peux avoir. C'est assez logique. Si je passe d'un revenu de 0 à un revenu de 5, ça me fait vraiment très plaisir. Si je passe d'un revenu de 10 millions à un revenu de 10 millions et 1, franchement, le 1 en plus, je pourrais m'en passer, ça ne me dérangerait pas trop. Donc, c'est assez standard. Et on imagine aussi que, ici, imaginons, pour ne pas compliquer trop les choses, que la prime est actuarielle, c'est-à-dire que je paye exactement à mon assureur le montant que je devrais lui coûter en moyenne, ou que l'ensemble de la population lui coûte en moyenne. Donc l'assureur ne prélève rien au-dessus de la prime actuarielle. Il se contente de redistribuer ce qu'il a perçu. Le gain de l'assurance, la façon dont l'économiste caractérise le gain de l'assurance, c'est tout simplement de dire que l'utilité que j'ai avec un revenu certain de mon revenu initial moins la prime actuarielle va être supérieure à l'utilité espérée, dans le cas où je ne suis pas couvert, qui va être composée de, avec la probabilité P, où j'ai l'accident, de mon revenu moins le dommage, et avec la probabilité 1 moins P, de mon revenu intact, puisque je n'ai pas eu le dommage. Et donc toute l'idée, et le seul... Disons, la bonne chose d'avoir ici une fonction concave du revenu, c'est qu'effectivement, ça va se produire, alors non seulement ça va se produire dans tous les cas, ici on aura cette utilité du revenu certain sera supérieure à l'utilité espérée du revenu dans le cas incertain, mais, et c'est ça le plus important, c'est ça qui est beaucoup plus important, c'est qu'en plus, si on a donc cette fonction d'utilité-là, ce que j'ai essayé de représenter ici, c'est, vous voyez, ici, pour les gens qui sont riches, la différence entre le revenu s'il paye une prime, s'il paye pas de prime, pardon, et s'il paye une prime, est à peu près la même chose que la même courbe que l'utilité. Donc ça ne va pas faire vraiment de différence pour eux d'être assurés ou pas assurés. Le gain qu'ils vont avoir va être relativement faible. Alors que pour les pauvres, on voit que là, si je suis ici et si je perds de l'argent à cause du dommage, mon revenu va diminuer le long de cette ligne, alors que si va diminuer le long de la courbe, alors que pas mon revenu, mon utilité, alors que si j'ai payé à une assurance, mon revenu va diminuer là-dessus, et donc ce qui va compter, ça va être en fait l'utilité ici, dans le cas assuré, a de bonnes chances d'être largement supérieure à l'utilité dans le cas où je ne suis pas assuré, qui va être l'utilité espérée entre les deux cas de figure. Donc mon revenu est intact, il n'y a pas de dommage, et mon revenu est affecté par le dommage. J'espère que le graphique aide un peu à comprendre. Sinon, je peux vous donner aussi les résultats numériques, encore dans ce cas fictif. Donc, si je suis non assuré et riche, donc j'ai un revenu de 27, mon utilité espérée, ça va être de 3,313. Et si je suis assuré, l'utilité de mon revenu certain, ça va être 3,314. Donc, ça veut dire que mon gain, là, il est de 0,01. Il est très faible. Si je suis pauvre maintenant, j'ai un revenu de 5 à l'origine et j'ai un risque de dommage de 5, donc énorme, je peux perdre tout mon argent si jamais je suis malade. Dans ce cas-là, donc si je ne suis pas assuré que je suis pauvre, mon utilité espérée, c'est-à-dire moyenne dans tous les cas, malade et pas malade, ça va être 1,613. Par contre, si je suis assuré, mon utilité certaine, ça va être 1,705. Donc là, on voit que le gain que j'ai fait, il est en gros 100 fois plus important quand je suis pauvre que quand je suis riche. Alors tout ça, c'était peut-être un petit peu confus, mais la conclusion importante, c'est de dire que quand je suis pauvre, le gain que je retire de l'assurance, le gain en termes d'utilité, de satisfaction, et si vous croyez avec moi que la forme de l'utilité est concave en fonction du revenu, le gain que je retire de m'assurer si je suis pauvre est 100 fois supérieur au gain que je retire d'une assurance si je suis riche. Donc ça, c'est le modèle standard de l'assurance. Normalement, les pauvres devraient acheter beaucoup plus d'assurance que les riches. Ce qu'on devrait voir, c'est quelque chose comme ça. On devrait normalement voir une courbe, la vraie courbe de demande d'assurance, elle devrait être comme ça. Donc c'est le petit morceau bleu ici, et puis ensuite le morceau rouge. Donc je l'ai fait plat, mais ça devrait même être un petit peu décroissant. Et éventuellement, ça devrait aller vers zéro, parce que les gens vraiment immensément riches, les Mitt Romney du monde, ils n'ont pas besoin d'assurance, ils s'auto-assurent. Donc on devrait avoir quelque chose qui devrait être un peu comme ça, en descendant. Et la seule raison pour laquelle les pauvres ne peuvent pas acheter, c'est la non-abordabilité. Ça veut dire qu'effectivement, il y a un seuil en dessous duquel, même si j'ai très 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 envie d'assurance, je ne peux pas en acheter, parce qu'il faut d'abord que je dépense mon argent sur autre chose. Donc je suis à 0,00. Quand j'arrive au seuil
tous les dollars que je gagne en plus, je les affecte à l'assurance santé. Donc j'ai ma demande d'assurance, pas de ma demande, mais mon achat d'assurance santé qui monte comme ça linéairement avec une pente de 1. Enfin, j'arrive au seuil comme les riches, et là, je me mets effectivement à atteindre l'endroit où c'est plat. Alors, maintenant, je vais décrire très très rapidement la couverture santé en France, comment ça fonctionne, et cette fameuse aide à la couverture santé. Alors, ce qui est important de voir, c'est qu'en France, et je vais essayer de résumer ça très vite, en France, la couverture privée santé, ce n'est pas d'assurance substitutive, c'est-à-dire que je ne l'achète pas pour accéder à des soins sur un marché privé et m'échapper du marché public. Ce n'est pas non plus de l'assurance supplémentaire, ce n'est pas pour acheter des soins qui ne sont pas couverts par le public, parce qu'en France, le médicament, par exemple, est couvert, le dentaire est aussi plus ou moins couvert, mais c'est ce que j'achète, là, j'achète ça pour pouvoir couvrir des restes à charge du système public, parce que le système public ne couvre jamais à 100%, et aussi pour pouvoir payer des dépassements. Il y a des dépassements de soins. Certains médecins ont le droit de facturer plus que le tarif qui est accepté par l'assurance publique. Et donc, c'est vraiment pour couvrir un risque financier. Donc, il y aurait effectivement une certaine logique à penser que les gens achètent de l'assurance santé, de la complémentaire santé, pour un motif d'assurance. 50% des gens en France la reçoivent, cette assurance-là, par leur employeur, comme c'est le cas au Canada. Mais donc, ça veut dire que ça en laisse quand même 45% qui sont sur le marché de l'assurance privée. Individuelle, pardon. Oubliez ce qui est écrit là sur la prime moyenne parce que c'est faux et puis c'est pas là qu'il fallait que je dise. Et ce qu'on constate, c'est que parmi ceux qui ont un revenu par unité de consommation inférieur à 1 000 € par mois, on voit qu'il y a 24% de gens qui n'ont pas acheté du tout de couverture complémentaire, alors que ça tombe à 4% chez ceux qui ont un revenu par unité de consommation supérieur à 1 900 €. Donc clairement, on a bien un problème. Les pauvres n'achètent pas de couverture complémentaire, alors que si c'était vraiment de l'assurance, un motif d'assurance, ils devraient en acheter et même plus que les riches. Alors pour remédier à cette situation-là, le gouvernement a d'abord instauré en 2000 une couverture supplémentaire gratuite pour les pauvres, ce qui est un peu étrange, mais donc les pauvres, les très 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 pauvres ont droit d'avoir une couverture complémentaire gratuite. Et puis après, pour essayer d'aider ceux qui sont entre très très pauvres et puis les suffisamment riches pour s'acheter de l'assurance, le gouvernement a créé une aide, une subvention, a dit on va vous financer en gros 40%. On va diminuer le prix de l'assurance complémentaire de 40% si jamais vous en achetez sur le marché privé. Et donc ça, normalement, ça aurait dû monter ici, là, la droite ici, elle aurait dû monter vers le haut, et donc on aurait dû réduire sensiblement le nombre de gens qui n'avaient pas de couverture complémentaire. Mais en fait, ça n'a jamais fonctionné. Ça a touché au mieux 10% de la cible, et donc il y a eu un échec complet de cette politique de subvention. Donc clairement, ça ne doit pas être de l'abordabilité. Alors il y a une explication alternative, et c'est celle-là qu'on va essayer de tester, qui consiste à dire, en fait, la demande, elle est comme ça, elle est croissante, elle est concave. Et donc, ça veut dire que c'est comme un bien de luxe. L'assurance santé, c'est un bien de luxe parce que la santé, c'est un bien de luxe. Et donc, si je suis pauvre, j'en veux pas tellement. Et si je suis riche, j'en veux beaucoup plus. La seule raison pour laquelle on observe des zéros, des gens qui n'achètent pas du tout, c'est qu'il y a sur le marché, les offreurs ont un montant minimum en dessous duquel ils n'ont pas envie d'offrir, ils n'ont pas envie de vendre. Et donc, en gros, je suis à zéro tout le temps parce que personne ne veut me vendre ce que je veux acheter. Et dès que j'atteins le niveau minimum, j'obtiens une courbe de demande qui est à peu près comme ça. Alors, intuitivement, ce qu'on devrait observer, si c'est l'abordabilité, on devrait observer quelque chose, on devrait observer d'abord des zéros au tout début. Sur les gens très pauvres, ça ne change pas que ce soit abordabilité ou que ce soit de la demande de santé avec une solution en coin. Mais après, une fois qu'on dépasse un certain seuil de vraiment très pauvre, on devrait voir quelque chose de linéaire si c'est de l'abordabilité, on devrait voir quelque chose de complètement brutal si c'est la solution en coin. Et après, une fois qu'on a atteint disons les gens qui sont suffisamment riches, quand c'est de l'abordabilité, ça devrait être complètement plat, alors que si c'est la solution en coin, ça devrait continuer à monter. Alors, comme il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais arriver directement au test. Donc, le test économétrique, qui consiste à dire qu'en fait, il y a un double obstacle pour acheter de l'assurance complémentaire, et ce double obstacle, il est comme déjà. Ce double obstacle, il est... Bon, je ne sais pas comment je vais réussir à expliquer tout ça en une minute, mais je vais essayer. Bon. Ce double obstacle, il y a une équation d'abord de participation qui consiste à dire les individus ne pensent même pas à acheter de l'assurance complémentaire parce qu'ils ont tellement d'autres choses à faire avec leurs revenus. Et donc cette équation de participation, en fait, elle reflète l'abordabilité. Et puis il y a une autre équation après qui consiste à dire les individus acceptent d'acheter de l'assurance complémentaire, mais pour certains, ils ne pourront pas en acheter, ou finalement le montant qu'ils vont acheter, le montant préféré qu'ils vont acheter sera zéro. Alors vous voyez, c'est un peu bizarre, un peu vicieux, c'est-à-dire qu'il y a deux façons d'expliquer des zéros. Soit j'en veux pas du tout, soit j'en veux, mais la quantité que je veux est trop faible, et donc du coup, ça résulte par un zéro. D'accord ?
Et donc, pour tester ça économétriquement, il existe donc les modèles de double obstacle, on peut les mettre en place. Et ce qu'on peut faire, et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on peut non seulement mettre en place le modèle de double obstacle, mais après on peut tester pour voir si, au sein du modèle de double obstacle, en fait, on peut décomposer ces modèles de double obstacle en 3 types d'estimateurs. L'estimateur complet du double obstacle s'appelle un Craigit. L'estimateur qui consiste à dire que c'est seulement la solution en coin qui joue, l'équation de solution en coin ou de demande notionnelle, il s'appelle un Tobit. Et l'estimateur qui consiste à dire que c'est l'équation de participation qui compte et pas du tout la demande notionnelle, il s'appelle un Hekit. Et donc, il existe même des tests pour départager ces 3 estimateurs, le Craigit, le Tobit et le Hekit. Très rapidement, on a utilisé donc une enquête qui s'appelle l'enquête ESPS. On part de 5000 observations qui sont les gens. On a exclu tous les gens qui avaient soit la couverture maladie complémentaire publique gratuite. On a aussi exclu tous ceux qui avaient une assurance par leur employeur. Donc en gros, tous ceux pour lesquels l'assurance tombe du ciel, on les a exclus. Et on se retrouve avec des gens qui ont soit une prime qu'ils ont payée sur le marché privé volontaire, soit 0 comme prime. Et donc on fait l'hypothèse implicite que tous ceux qui ont 0, on leur a jamais offert quoi que ce soit sur le marché, dans les couvertures complémentaires collectives, et qui sont donc sur le marché individuel. On part de 5000, après on a un peu de casse parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'informations sur la prime, et des gens qui n'ont pas d'informations sur le revenu, et donc on tombe à peu près 3500, et c'est ces 3500 qu'on a utilisés. On a mené donc notre estimation, et l'équation est extrêmement simple. On a, à gauche de l'équation, on a tout simplement la prime qui est payée. Bon, ça a l'air simple comme ça, en fait c'était affreux parce que les gens peuvent avoir plusieurs contrats, donc il a fallu qu'on fasse tout un tas de calculs, mais je vous épargne ça. En gros, on a la prime qui est payée par individu, par personne couverte, et à droite de l'équation, on a le revenu au carré, le revenu au cube, pour essayer d'avoir une fonction, quelque chose d'un peu intéressant en matière de réaction au revenu. On a mis aussi des variables qui influencent le prix de la couverture complémentaire. Quand les gens sont un peu plus âgés, ils doivent payer un peu plus. Quand il y a plus de personnes couvertes, le prix par personne couverte est plus faible, etc. Donc on a ajouté tout ça du côté droit. Mais l'essentiel, ce qui nous intéressait, c'était vraiment les coefficients sur le revenu. Et en fait, même ce qui nous intéressait le plus que ça, c'était d'utiliser les coefficients sur le revenu pour tester et savoir si c'était la participation qui comptait ou la demande notionnelle. Alors, pour aller très très vite, donc comme je l'ai déjà dit, j'ai déjà donné mes conclusions en fait, quand on fait ces tests, on s'aperçoit qu'effectivement, on peut rejeter à la fois le Tobit, c'est-à-dire la demande notionnelle, ou la solution en coin. Donc l'idée que c'est uniquement parce que les pauvres veulent moins de santé qu'ils achètent moins d'assurance complémentaire santé. Mais on peut aussi rejeter le Hekit, donc le fait que c'est uniquement la participation qui compte, donc l'abordabilité. Donc clairement, il y a les deux, il y a un mélange de populations. Pour certaines populations, c'est de l'abordabilité. Pour d'autres populations, c'est de la solution en coin. Et si on croit les vraisemblances des différents modèles, et je vous montre aussi ce tableau pour vous prouver quand même qu'on a fait l'étude, que c'est pas uniquement tout ça sort pas de ma tête, qu'il y a vraiment des choses qu'on a faites. Ça prouve rien du tout, j'aurais pu créer le tableau. Mais donc pour vous montrer quand même qu'on a mené ces estimations, et pour vous montrer aussi que systématiquement, dans tous les cas de figure, et je n'ai pas le temps d'expliquer ces différents cas de figure, mais je le ferai s'il y a des questions après, donc dans tous les cas de figure, ce qu'on observe, c'est que la log vraisemblance dans le cas du Hekit est toujours inférieure à la log vraisemblance dans le cas du Tobit, qui elle-même est inférieure à la log vraisemblance dans le cas du Craigit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on explique très bien par le Craigit, c'est ce qu'il y a de mieux, donc quand il y a les deux obstacles à la fois, et que si on doit choisir un des deux obstacles, il vaut mieux choisir à tout prendre la demande notionnelle, c'est-à-dire la solution en coin, c'est-à-dire la demande de santé croissante avec le revenu, plutôt que l'abordabilité, donc c'est-à-dire plutôt que la participation, parce que c'est pas complètement exact comme test, mais quand même c'est indicatif comme test du fait que la vraisemblance est mieux expliquée par la demande notionnelle et la solution en coin que par la participation. J'avais un dernier transparent, mais donc ça sera des questions que vous pourrez me poser auxquelles je pourrai répondre, puisque là maintenant j'ai plus le temps. Il y a plein d'objections qu'on peut faire à cette étude-là. J'en proposais quelques-unes, mais je fais confiance à votre imagination. Vous en aurez sûrement plein d'autres à me proposer. Et s'il n'y en a pas, j'en profiterai pour répondre à celles que je me pose à moi-même. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Michel.